Cette vidéo peut tout, mais alors absolument tout changer dans la performance que vous pouvez avoir en 2025. Je vais vous présenter une small cap sur laquelle je viens d'investir 25 000 dollars et qui actuellement est sur un plus bas historique. On parle d'une entreprise qui a des marges nettes de 40%, qui a zéro dette, du cash et qui se négocie à 4 fois les bénéfices avec un dividende là actuellement à peu près de 10% avec un payout ratio de seulement 30%. C'est incroyable. Alors, l'entreprise en question, on parle donc d'une small cap qui est dans le pétrole. Je vais vous faire premièrement une vue d'ensemble. Deuxièmement, on va dire une introduction au secteur. Troisièmement, je pense qu'on va aller faire la mise en pratique des informations du secteur sur notre entreprise en question pour voir comment elle se positionne par rapport aux autres et quel est vraiment l'avantage d'être positionné sur cette entreprise. Ensuite, on ira voir vraiment les projets qui sont en cours, ceux qui nous rapportent du cash flow actuel, les projets qui nous rapportent également du cash flow mais qui vont être améliorés sur l'année 2025, et également les projets en développement qui vont booster la production pour 2026, 2027 et les années donc d'après. Ok, je vais vous faire une petite parenthèse là dès le départ pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche. Actuellement, sur Parex, on parle d'une entreprise. Si on prend uniquement ce qu'on appelle les réserves prouvées, ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer dans un instant, mais c'est des réserves qui sont auditées, donc c'est légal, légalement parlant. On est sûr d'avoir ces réserves à 90%. Et si on prend le bénéfice net de ces réserves, c'est-à-dire que si on part du principe que Parex finalement exploite ces réserves-là. Donc on ne prend même pas en compte les réserves futures, les explorations futures, non, uniquement ce qu'on a actuellement en exploitation, ça nous donne 3,71 milliards de dollars en bénéfice net après impôt. On a un prix en bourse de 1,2 milliard. Donc c'est-à-dire que là, Parex, même si on arrête tout, etc., on a 3 fois la market cap en réserve qu'on a déjà, que l'on possède déjà. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on a un dividende de 10% avec un payout de seulement 30%, etc. C'est parce que c'est vraiment une boîte qui crache du cash et qui surtout a des réserves, mais qui ils savent plus quoi faire de leurs réserves de pétrole. Donc c'est incroyable. Bon alors, donc je me mets sur la présentation générale. En fait, donc on parle de Parex Resources. C'est une entreprise pétrolière canadienne. Donc c'est l'une des plus grosses compagnies canadiennes qui est indépendante, puisque après il y a Ecopétrol, on va le voir ensemble. C'est donc l'entreprise canadienne de l'État, hein, comme Petrobras, etc. Donc elle est spécialisée dans l'exploration, le développement et la production de pétrole et de gaz en Colombie. Le gaz, c'est très minoritaire, on y arrive. Donc, côté à la bourse de Toronto, sous le symbole de PXT, l'entreprise se concentre sur des actifs onshore, donc c'est sur vraiment les terrains, donc c'est sur la terre, hein, c'est pas offshore, c'est plutôt en mer. Donc dans des bassins à fort potentiel, notamment le bassin du Llanos, on y arrive. Donc on a un bilan sans dette et un important retour aux actionnaires. On a des dividendes et des rachats d'actions, mais qui sont juste stratosphériques. On a racheté quasiment 50% des actions sur les 5 dernières années. Et d'ailleurs, rien que sur les 5 dernières années, on a redistribué aux actionnaires plus que la market cap actuelle. C'est juste délirant. Donc pour les activités et productions, en 2024, la production moyenne était de 50 000 barils de pétrole par jour. Et là, en fait, la production a baissé à 45 000. C'est pour ça que le prix en bourse est totalement effondré, avec de seulement 5 000 barils par jour. Et le prix en bourse a été slashé par deux. Donc c'est vraiment, le marché a vraiment surréagi. Donc la production est composée de pétrole léger et moyen, 27%, pétrole lourd, 65%, et gaz naturel. C'est pas du GNL, hein, c'est pas du gaz naturel liquéfié, c'est juste du gaz naturel. Donc 8%. Parex applique des techniques également avancées que l'on va voir ensemble. L'entreprise génère des marges élevées avec un netback les plus élevés du secteur. Le netback, c'est la rentabilité nette par baril de pétrole. Combien il génère de cash sur chaque baril qui est sorti du puits. Donc les zones opérationnelles, mettez-le dans votre coin de votre tête, mais je vais vous montrer sur les maps, etc., enfin sur la carte de la Colombie où ça se situe et vraiment la totalité des actifs en exploitation. Donc là, le Llanos, excusez-moi, bassin, donc c'est la région la plus développée de Parex, c'est également la région la plus développée de Colombie pour les pétroles. Là, on a le Llanos 34, également Cabrestero, et on a également le Llanos 32. Mais on va y arriver. Donc Putumayo bassin, là c'est vraiment là où il va avoir un énorme potentiel sur l'année H2 2025, donc seulement dans 2 quarters. C'est pour ça que la production devrait réaugmenter dans à peu près 2 trimestres. Ensuite, là on a tout ce qui va être des opportunités à plus long terme sur ce qu'ils appellent les projets Big E et Small E. Et là, par exemple, Parex, actuellement, on détient
112 millions de barils en 1P. À 1P, c'est des réserves à 90%. Donc 112 millions, si on a une production de 50 000 barils de pétrole par jour, ça fait à peu près 18 millions par an. Donc si vous faites 112 divisé par 18, donc la production par an, eh bien ça vous fait 6 ans. C'est-à-dire qu'on a 6 ans de réserves que l'on détient et que l'on est sûr d'avoir. Donc là, pareil, si on arrête tout le capex de croissance, etc., uniquement on se focalise là-dessus, on a 6 années de bénéfices. Et on parle d'un bénéfice, donc d'un free cash flow sur l'année 2000. En 2024, on a un free cash flow de 477 millions sur une market cap de 1,25. Ça fait, donc je fais 477 millions divisé par 1,25 milliards. Ça vous donne 38% de rendement. C'est-à-dire que Parex, en 2024, il a généré 38% de son prix, là, de sa valorisation boursière. Donc c'est délirant. Alors le bénéfice net s'est effondré en 2024, en fait, c'est un non-cash, c'est un élément donc qui est non-cash, c'est pour ça que le bénéfice s'est effondré. Mais vous voyez, vous l'avez donc ici, en fait, ils ont eu un report d'impôt, donc là qui a vraiment pesé. Et évidemment, comme c'est du non-cash, le cash from operating activities, c'est directement ici répercuté dans l'élément non-cash et également dans tout ce qui va être les taxes qui ont été positives sur cette année avec le report. Donc c'est vrai qu'on a effectivement vraiment du cash, mais c'est juste énorme le cash que l'on a. Donc là-dessus, c'est vraiment super. Alors pour ce qui est de la stratégie de développement, on va y revenir donc au milieu de la vidéo, donc je passe directement, mais ce qu'il faut retenir, c'est que là, ils vont augmenter en 2025 la production. En fait, là, ils ont ce qu'on appelle 2 rigs et on va passer à 4 rigs. Et dans le domaine, dans le secteur pétrolier, un rig, vous avez différents types de rigs, par exemple des workover rigs. Donc ça, c'est pour améliorer les puits existants et également ce qu'on appelle des drilling rigs. Et donc là, c'est carrément pour faire un puits, un puits supplémentaire. Donc là, pour augmenter directement la production. Donc vous pouvez augmenter la production en faisant un nouveau gisement ou alors augmenter la production en optimisant un gisement actuel. Et nous, on va faire les deux sur l'année 2025. Donc ça, pareil, je passe. Donc voilà, finance et rentabilité, on l'a vu ensemble, je vous l'ai dit, mais effectivement, sur les 5 dernières années, on a retourné aux actionnaires 1,5 milliard sur une market cap là, actuellement de 1,2. Donc en 5 ans, on a donné plus que le prix actuel là en bourse. Donc on a également une optimisation fiscale qui est super intéressante. Et les indicateurs clés, rapidement, on a effectivement des réserves prouvées. Donc 112 millions de barils que l'on est sûr d'avoir à 90%. Voilà, 112 millions divisé par 18 millions, donc la production journalière, annuelle. Voilà, on a encore une fois 6 ans. Si on rajoute les réserves probables que l'on est quasiment sûr à avoir à 50% de probabilité de les avoir, on monte à 170 millions. Production actuelle, voilà, 50 000 barils donc, par jour. On a un netback de $35 par baril. Donc c'est l'un des plus élevés du secteur. Et un netback, c'est encore une fois la rentabilité nette d'un baril de pétrole. Combien vous générez de dollars par baril? Là, c'est 35 dollars. On a un capex annuel de 350 millions de dollars, free cash flow annuel de 275, ça fait plus élevé en dollars canadiens, dette nette de 0, voilà, parce qu'on n'a effectivement aucune dette bancaire avec énormément de cash. On a un taux de récupération, pareil, qui est vraiment assez important, on va le détailler ensemble, et ça, pareil, voilà, on va le détailler à la suite. Alors, ça, donc là, on n'a pas encore commencé l'analyse, là, ça va être la vue d'ensemble pendant, je pense, 2-3 minutes sur vraiment l'industrie du pétrole, avec ce qu'on appelle les différents types de réserves, et également ce qu'on appelle le recovery factor pour améliorer les réserves existantes et les puits existants. Alors, c'est ce qu'on appelle, donc il y a 3 types de réserves. Les réserves, il y en a 4, mais la quatrième, c'est ce qu'on appelle les possibles, et je le prends pas en compte parce que c'est trop incertain. Là, je vais me focaliser sur ce qu'on appelle les 1P, donc c'est les réserves prouvées. C'est des réserves qu'on est sûr de pouvoir exploiter à 90%. Ensuite, les réserves prouvées, on est sûr de les exploiter à 50%. Et ensuite, le PDP, très important, c'est les réserves qui sont prouvées, mais qui sont en développement. Okay, parce qu'en fait, on peut très bien être sûr d'avoir un gisement à 90%, mais on ne l'a pas encore produit, on ne l'a pas encore foré, d'accord. Mais on sait qu'il y a le pétrole, voilà, on a suffisamment de technologie pour le savoir, d'accord. Donc, alors les réserves prouvées, voilà, 90%. Donc, c'est la réserve la plus sûre car elle repose sur des puits en production ou des gisements, voilà, très bien évalués. Donc, exemple là dans le rapport de Parex pour ce quarter-là qui est tombé là, il y a 4 jours, ils ont ajouté 10 millions de barils en 1P dans le Putumayo. C'est-à-dire que là, par exemple, ils ont ajouté 10 millions de barils parce qu'effectivement, ils ont un puits, un gisement qui vont commencer à forer avec 10 millions de barils de pétrole dedans. Deuxièmement, ce qu'on appelle les 2P, là voilà, c'est les 1P plus celles
que l'on est sûr d'avoir encore une fois avec 50% d'être récupéré. Alors là, en fait, c'est plus incertain parce que évidemment, bah, pourquoi c'est 50%? Alors bien souvent, en fait, on est quasiment sûr de les avoir. Mais en fait, le problème, c'est que les 50%, c'est via l'incertitude. Par exemple, si c'est des réserves qui vont être plus profondes ou qui vont être moins accessibles et donc qui vont coûter plus cher à extraire. Et donc, c'est pour ça que la moindre baisse du prix du baril, bah, ça fait que ces réserves-là vont être moins rentables et donc ça va plus valoir le coup finalement de les exploiter. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand le baril du pétrole il explose, en fait, toutes les pétrolières, elles peuvent se régaler puisqu'elles peuvent se permettre d'exploiter même ce genre de réserves qui sont, voilà, entre guillemets, probables. Et parce que c'est tellement rentable pour eux en fait, que les productions explosent dans ces cas-là. Et c'est pour ça qu'on a après le prix du baril, bah, il y a énormément de production et donc ça a tendance à se renormaliser. Et même chose, dans le dernier rapport de Parex, on a ajouté combien? 18 millions de barils en 2P. Donc 10 millions en 1P et 18 millions en 2P. Ça veut dire que la différence entre 10 et 18, eh bien, c'est uniquement les 2P. D'accord? Donc on a effectivement 10 millions en 1P et 18 en 2P. Donc ça veut dire qu'on a les 8 millions avec seulement 50% de chance de pouvoir les exploiter, d'accord? Et ensuite, voilà, le PDP, c'est les réserves, c'est une sous-catégorie de réserves 1P. Donc voilà, qui désigne les réserves déjà en production, en fait, celles qui actuellement la génèrent le free cash flow de Parex. Et en fait, chez Parex, le PDP par action a légèrement baissé. Alors pourquoi? Eh bien, parce que on a ajouté sur ce quarter 10 millions de barils 1P, d'accord? On vient tout juste de commencer la production, donc bah, forcément en fait on n'a pas encore eu les résultats. On va les avoir là d'ici un trimestre. Donc bah, sur le court terme, comme le nombre de barils il augmente et la production n'a pas augmenté, bah, forcément le per share, eh bien il diminue de ce côté-là. Ici, vous avez le rapport le plus récent en date avec, eh bien, regardez, les PDP, les réserves prouvées, développées et produites, donc classées par, donc ça c'est le pétrole léger et qui va se revendre un petit peu plus cher parce qu'on peut le transformer facilement en essence. Nous, on s'en fout puisque comme on en produit plus, c'est pareil. Ensuite, la majorité, c'est en pétrole lourd. Et ensuite, à la fin, on a du gaz. Donc, si on prend le total oil donc en net, on a 62 128 000, d'accord? Et bien là, actuellement, barils de pétrole, donc de réserves qui sont prouvés et qui sont en production. Ensuite, qui sont excusez-moi, enfin, qui ne sont pas en production, on a 5 millions. Et actuellement, ce qui n'est pas développé, on a 30 millions, d'accord? Donc, c'est vrai qu'on a un total eh bien, de réserves prouvées de 96 millions. Et si on prend les probables, eh bien, là, on a 49 millions. Et donc, si on prend eh bien, les prouvés plus les probables, on a effectivement 146 millions. Donc, celle-ci, on est sûr à 90% de les avoir. Dans ces 96 millions, on en a 62 000 qui sont actuellement là en production et 30 millions qui vont là être qui vont être développés dans les quarters et années qui vont venir. Et ensuite, on a 50 millions de barils sur lesquels on est sûr à 50% de pouvoir les extraire. Alors pareil, je vous mets le petit détail, mais évidemment, donc ça on l'a déjà vu. Donc pourquoi voilà, le PDP per share a-t-il baissé? Eh bien, alors, légèrement, hein, c'est vraiment légèrement parce que voilà, on a eu l'ajout eh bien de 10 millions de production en plus que l'on n'a pas encore vraiment instantanément commencé à avoir les productions. Mais voilà, en fait, on a moins de production, donc moins de réserves développées disponibles immédiatement, voilà, évidemment. Et augmentation, eh bien voilà, des réserves totales 1P et 2P sans conversion immédiate en PDP. Pourquoi? Parce que pareil que ça a ajouté 10 millions de barils, mais ces nouvelles réserves ne sont pas encore entièrement exploitées. Voilà, dans le Punta Mayo, où j'aurais plutôt mettre hop, c'est le Putumayo. Donc forage limité également en Q4 avant une accélération prévue en 2025. Voilà, pareil que ça a prévu ce qu'on appelle un ramp-up de sa production avec 4 rigs en H2 2025. Total également aussi, là sur l'année 2025, ils ont prévu un petit ramp-up pour leur zone au Brésil. Mais bon, on s'égare. Donc ça devrait progressivement augmenter le PDP dans les prochains trimestres. Et effectivement, en gros, PDP, donc c'est le pétrole qui est déjà pompé et là actuellement vendu. Donc Parex a trouvé plus de pétrole, donc 1P et 2P précisément ici, mais ne l'extrait pas encore totalement. Donc évidemment, eh bien, ça a légèrement baissé. Pareil, voilà un rig, hein, c'est une installation forage. Enfin, 2 forages pétroliers utilisés pour creuser des puits pour extraire du pétrole ou du gaz naturel. Donc, en fait, là, dans le dernier conférence call, ils ont dit nous opérons actuellement 2 rigs et nous allons passer à 4 voilà, en H2 2025. Donc, ça va vraiment pouvoir augmenter la production et donc augmenter le free cash flow d'ici 2 trimestres. Alors, là, ici, je vous ai fait une petite fiche, encore une fois, si jamais un jour vous décidez d'investir dans une entreprise pétrolière, hein, que ce soit Parex ou une major, etc., vous aurez besoin de connaître évidemment ces termes. Donc, c'est une augmentation progressive, excusez-moi, de la production
production. Pour Parex, ça veut dire qu'ils vont accélérer leur opération et augmenter leur capacité de forage en passant voilà, de 2 actuellement à 4 rigs en H2 2025. Pourquoi Parex fait-il une accélération de sa production? Il va augmenter la production pour compenser la baisse excusez-moi, temporaire. Pour rappel, voilà, on est passé de 49 à 50 000 à seulement 45 000. Donc on a effectivement une baisse. C'est pour ça que là, on reprend les choses en main pour augmenter la production avec évidemment plus de rigs. Deuxièmement, il va pouvoir maximiser la récupération de nouvelles réserves. 10 millions voilà, en 1P. Là, il faut vraiment falloir les forer et les optimiser. Donc plus de rigs, plus de forage est égal plus de conversion des réserves 1P et 2P en production réelle PDP. Donc ça va réaugmenter le PDP per share. Et troisièmement, capitaliser sur les nouvelles technologies d'extraction. Donc là, on va miser sur ce qu'on appelle une récupération secondaire. Il y a 3 types de récupération: primaire, secondaire, tertiaire. La récupération primaire, en fait, ça va être, vous avez un puits de pétrole et vous attendez que la pression, qu'il y ait suffisamment de pression quand vous forez pour que ça fasse remonter le pétrole. Le problème, c'est que quand vous faites ça, il y a seulement 10 à 15, 10 à 20% on va dire du pétrole qui remonte, et une fois qu'il n'y a plus assez de pression, ça ne remonte plus. Là, il faut injecter de l'eau ou alors du gaz pour faire plus de pression et que ça remonte. Et une fois, donc ça c'est de la secondaire, et la tertiaire, vous allez injecter ce qu'on appelle des polymères pour rendre le pétrole plus excusez-moi, j'ai plus le terme, mais plus liquide, pour pouvoir encore une fois qu'il remonte plus facilement. Donc ça, c'est les 3 types excusez-moi, de récupération qui vont augmenter ce qu'on appelle le recovery factor pour optimiser à fond votre puits existant. Et donc là, ça va vraiment permettre, on va faire les 3 chez Parex, on va le voir ensemble. Et voilà, donc globalement, en résumé, Parex va creuser plus de puits pour produire plus de pétrole. Il passe de 2 à 4 pour accélérer la production. Objectif, exploiter au mieux leurs nouvelles réserves, les 10 millions, et augmenter leurs revenus simples, clairs, efficaces. Je pense qu'on peut passer justement au recovery factor. Donc, alors là d'ailleurs j'avais fait le petit résumé, mais voilà, effectivement maintenant vous maîtrisez parfaitement. 1P 90%, voilà, les 2P c'est les 1P plus ceux à 50%, et le PDP c'est ce qui est déjà extrait et vendu. Donc on va faire la même chose pour le recovery factor. Effectivement, voilà, donc la récupération primaire, donc c'est la première. Là, on commence vraiment par ce qui sort tout seul. Vous faites un trou, il y a de la pression, ça sort, vous encaissez de la thune, c'est parfait. Donc là, le pétrole sort naturellement grâce à la pression du réservoir. Là, voilà, la roche est poreuse, donc le pétrole circule assez bien. On perce un puits et on laisse la pression naturelle pousser le pétrole vers la surface. Problème, évidemment, au bout d'un moment, la pression diminue et seulement 10 à 30% du pétrole est récupéré. Donc là, par exemple, Parex. Alors hop, excusez-moi, petit problème, voilà, hop là, on se met comme ça. Donc là, Parex, en fait, c'est la récupération primaire. Toutes les zones, vraiment, donc Llanos 34 et Cabestero, il y a une partie du pétrole qui actuellement sort naturellement grâce à la pression du réservoir. Et en fait, voilà, par exemple, on sait que ça va commencer à s'épuiser, donc on va devoir commencer à mettre ce qu'on appelle des workover rigs pour injecter de l'eau ou des polymères pour vraiment tirer le plus possible du puits. Mais en fait, voyez, on sait que le pétrole est là. La problématique, ça va être de mettre, excusez-moi, ces workover rigs. Enfin, c'est pas une problématique, parce qu'on sait comment faire et c'est leur taf, et il y a pas d'échec. On sait vraiment comment les mettre. C'est juste qu'effectivement, la rentabilité du pétrole diminue légèrement quand on fait ça, mais c'est pris en compte. Donc voilà, ça c'est bon. Deuxièmement, la récupération secondaire. Donc là, on va s'aider avec de l'eau ou du gaz. Donc là, on va injecter de l'eau ou du gaz pour forcer le pétrole à remonter. Bon, trop d'infos pour la caméra, elle n'a pas pu les traiter, mais c'est bon, on est reparti, on peut reprendre. Donc voilà, le problème effectivement de la récupération secondaire, c'est que ça fonctionne bien, mais voilà, il reste encore 50% du pétrole piégé dans la roche. Et donc là, par exemple, pour Parex, avec l'injection d'eau, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont déjà injecté de l'eau, et donc c'est pour ça que dans le conference call ils ont écrit donc nos projets d'injection d'eau montrent des résultats positifs améliorant le recovery factor, et c'est pour ça qu'ils vont le mettre donc à d'autres zones que l'on va voir avec les slides de la présentation du Q4 2024 dans à peu près je pense 10 minutes. Donc pareil que va injecter de l'eau pour pousser plus de pétrole vers les puits, voilà, et améliorer évidemment l'extraction. L'impact, ça permet d'augmenter le recovery factor à peu près 30 à 50%, et donc là il reste encore 50% du pétrole. Qu'est-ce que l'on va faire? On va faire ce qu'on appelle donc une récupération tertiaire. Donc là, ça va être des techniques plus avancées avec du polymère, l'injection également de vapeur et du CO2 tout simplement. Et donc là, on va pouvoir aller chercher les 10 à 20% supplémentaires. Mais c'est vrai il nous reste toujours 30% à récupérer, et cela, on n'a pas encore réussi avec le niveau de technologie qu'on a actuellement à pouvoir aller les chercher, parce qu'en fait, ça coûte trop cher. Donc c'est pas rentable d'aller les chercher.
Et là, voilà, c'est vrai que, eh bien, sans récupération avancée, on sort 30 à 50. Avec la récupération tertiaire avancée, on peut atteindre les 60 à 70. Donc, pour résumer la conclusion, vous l'avez compris. Donc, Parex commence par la récupération primaire, mais ça ne suffit pas. On injecte de l'eau secondaire pour pousser plus de pétrole. Et enfin, on ajoute des polymères, donc récupération tertiaire pour extraire encore plus. Leur objectif, récupérer le plus de pétrole possible sans devoir creuser de nouveaux puits, uniquement avec ce qu'on appelle donc les work-over rigs pour aller optimiser la production actuelle. Donc voilà un petit peu pour la vue d'ensemble. Alors maintenant, je vais passer un petit peu sur le netback opérationnel avant d'entrer dans les détails. Ça, c'est vraiment, donc ça, c'est la slide donc de Parex. Donc le netback opérationnel est un indicateur clé utilisé dans l'industrie pétrolière, dans toutes les industries, enfin dans toutes les entreprises pétrolières. Vous avez cette slide-là. Ça va mesurer la rentabilité d'un par baril produit après déduction des coûts opérationnels. Donc production, transport, redevance. Les redevances, hein, c'est que vous devez payer de l'argent au pays dans lequel vous exploitez le pétrole. Donc le netback, hein, c'est prix de vente, moins redevance, moins coût de production, moins coût de transport. Autrement dit, c'est vraiment la renta, je vous l'ai dit en début de vidéo, net. Donc là, en fait, on voit qu'on a au Q4 2023 un netback de 41 et on a au Q4 2024, donc une année après, un netback de 34. Donc on a un netback qui a diminué. Alors qu'est-ce que l'on a eu? On a eu les revenus, donc le revenu du baril. Le baril a baissé de 8 dollars. Donc on a eu vraiment le netback qui a lui baissé de quasiment 7 dollars à cause de ce facteur-là. Les royalties, là c'est l'inverse. On a des royalties, et bien en fait ça a augmenté le netback parce que Parex a produit plus de pétrole dans des zones avec moins de royalties. Ensuite on a les productions. Donc production, et bien là en fait c'est parce que comme la production globale a baissé, les coûts fixes n'ont pas baissé, donc eh bien, les coûts de production ont baissé sur l'ensemble de Parex. Transportation, évidemment, il faut les acheminer, les barils, une fois que vous les avez sortis du sol. Donc là, ça a légèrement pesé sur le netback. Vous voyez, quand c'est entre parenthèses, hein, c'est en négatif. Et donc, voilà ce qui nous fait effectivement du 34. Voilà, le résumé, je vous l'ai mis là. Mais c'est vrai que, voilà. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, hein, c'est qu'est-ce que Parex doit faire pour améliorer son netback en 2025. Et qu'est-ce qu'il va faire? Stabiliser la production en 2025. Donc voilà, ramp up avec 4 rigs. Également, réduire les coûts fixes pour lisser l'impact de la baisse des volumes. Optimiser les coûts de transport et d'énergie pour compenser l'inflation, puisque dans le conference call, ils ont vraiment dit qu'également le coût de l'électricité a augmenté, ce qui a un petit peu pesé. Et troisièmement, miser sur des zones à royalties plus faibles pour maximiser la marge par baril. Ok, donc je dézoome un petit peu. Alors là, ce que l'on a vu sur Parex jusqu'ici dans l'analyse, c'est vraiment l'introduction et tout ce qui va être les réserves, le recovery factor, le netback. En bref, maintenant, vous avez vraiment les bases pour comprendre de quoi il est question dans une entreprise pétrolière. Et là, on va rentrer dans le dur. Là, maintenant, ça y est, c'est bon. On va s'attaquer aux slides qui sont sortis il y a 2 jours, le 10 mars 2025. Donc, c'est pour ça que c'est le Q4 2024. Là, maintenant, on va s'attaquer vraiment aux projets qui produisent le cash de Parex actuellement, donc les actifs de base en bas de pyramide, les actifs en développement et également en exploitation, donc ceux qui ont un gros potentiel là sur les prochains mois, et les actifs en exploration qui vont venir compenser le déclin naturel et bien des actifs qui sont à la base de la pyramide. Ok. Alors je vous mets rapidement une carte de la Colombie. Donc ça, c'est la Colombie avec le Venezuela, l'Équateur et le Pérou. Donc vous avez en fait ici, là, c'est ce qu'on appelle le Llanos Basin, c'est l'un des plus gros bassins. Je vous l'avais dit, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, au Texas, si vous êtes par exemple sur Texas Pacific Land, eh bien on a ce qu'on appelle le Permian Basin. Eh bien là, en Amérique du Sud, on a le Llanos Basin, c'est un grand bassin qui est vraiment qui a énormément de pétrole. Donc on a les Llanos 34 et Llanos 32, c'est juste ici. Ici, on va avoir également tout ce qui va être le Cabrestero, excusez-moi. Là, on a le VIM 1, là il y a VIM 3, mais le VIM 1 c'est ici, et là en fait ça va être vraiment du gaz, ok. Donc c'est la partie gaz de Parex. Ici, on ne s'est pas marqué, mais c'est le Putumayo, et précisément ici, vous avez Farallones, donc c'est le projet Big E, on y arrive dans un instant. Et là, je vous ai mis également la slide de Parex. Donc là, voilà, maintenant vous avez vu, hein, ici c'est Venezuela, là c'est l'Équateur. Donc effectivement, vous avez donc tout ce qui va être l'ANOS ici 32, l'ANOS 34, d'accord. Et nous, c'est précisément, vous voyez ici, le Llanos 34 qui est vraiment les actifs de base avec 7 à 10 puits. Et regardez un petit peu qu'est-ce que l'on a. On a des workovers. Donc les workovers, je rappelle que donc c'est des rigs qui sont mis en place pour optimiser la production actuelle. D'accord. Donc là, c'est pour ça qu'on va optimiser les activités. Regardez avec quoi on va les optimiser. Avec de l'eau. Donc c'est la récupération secondaire. Et si on monte sur Cabrestero qui fait également partie des actifs de base de Parex dans la
au bas de la pyramide, et bien là, on a de l'injection de polymère. Donc, on peut déjà, vous avez deviné que là, on a la récupération donc secondaire, et là, on a de la récupération donc tertiaire, donc avancée. Et c'est vrai que donc Cabrestero, c'est un peu plus mature que le Nanos 34. Et à l'inverse, le bloc Putumayo, là on va être sur de la récupération donc primaire, à savoir de l'eau, parce que c'est une zone qui est c'est une zone qui vient tout juste d'être exploitée. Là ici voilà, c'est le projet donc Hydra, avec notamment, vous voyez, ça va être pour le H2 2025, la prod va commencer, donc c'est pour le gaz. Et voilà, comme vous pouvez le voir, c'est vrai qu'on et Farallones, encore une fois, ça c'est le Big E qui va commencer pareil pour 2026, donc c'est vraiment top. C'est ça qui va vraiment générer de l'argent pour Parex. Voilà, je vous ai fait un résumé super rapide. Vous avez effectivement les actifs de base, Cabrestero, Lanos 34, Legacy Asset. Donc là, c'est vraiment les champs qui assurent une production constante et permettent de financer des projets plus risqués, qui sont l'exploration. Et on a le mid, on a le milieu avec des choses. Là en fait, le milieu, c'est vraiment du pain béni, puisque c'est là où vous avez la récupération donc primaire, à savoir vous n'avez rien besoin de faire et le pétrole sort tout seul et vous encaissez. Donc active en phase d'optimisation ou de croissance avec un risque vraiment modéré. Donc là, on va chercher à améliorer les facteurs de récupération grâce à des forages supplémentaires. Donc là, c'est les drilling rings. Et également injection d'eau et technique avancée de récupération. Ils incluent donc le Putumayo bloc, l'Anos 32, Vim 1 et Capachos. Capachos, c'est entre les deux. Capachos, c'est ici. Alors je me remets là. Voilà. Donc là, on a des actifs qui sont déjà en exploitation, mais qui offrent un potentiel de croissance en augmentant la production ou en optimisant avec donc des récupérations avancées ou alors secondaires. Et ici, vous avez tout ce qui va être l'exploration avec une prise de risque plus importante. Mais voilà, on a mis au risque, mais c'est pas non plus des risques énormes. Vous allez le voir ensemble. Enfin, on va le voir dans un instant, mais ils savent quand même ce qu'ils font. Donc, vous avez le projet Big E, voilà, avec là pour le gaz. Également dans les contreforts du Lanos pour 2026 avec Farallones. Et vous avez Small E Exploration. Donc là, il y a 6 puits qui vont, 6 prospects indépendant en 2025 avec ils font un partenariat avec Ecopetrol, je vais vous l'expliquer. Et donc là, pourquoi c'est important? Évidemment, Parex doit constamment découvrir de nouveaux champs pour compenser le déclin naturel des réserves existantes, notamment dans la base. Alors avant de vous présenter tout ça, je vais vous faire une annonce qui peut tout changer et qui va tout changer dans vos investissements. Je ne voulais pas la faire en début de vidéo. Là, ça fait à peu près 25 minutes, donc ça fait un certain fil dans le sens où si vous regardez cette vidéo, ça fait à peu près 25 minutes sur une étude de small cap. C'est évidemment que vous êtes entre guillemets sérieux dans vos investissements, ça fait pas mal le tri. Et en fait, ce que je vais mettre en place, c'est quelque chose que j'avais déjà fait il y a 4-5 mois. En fait, et là, avec la baisse des marchés, je me dis que c'est vraiment le bon moment pour le remettre en place. Je le fais 1 ou 2 fois par an. Donc là, ça va être la deuxième fois là maintenant. Vous savez que je vais tout simplement vous remettre à disposition mon lien calendrier avec des créneaux avec moi en one-to-one. Là, pour cette semaine, je me suis libéré du temps là uniquement pour cette semaine. Là, voilà, avec le contexte, etc. Je me dis que ça pourrait être super. L'objectif, il est extrêmement simple durant l'appel. C'est une petite vidéo, ne vous inquiétez pas, je ne mords pas. Ça va être de vous construire. C'est ce qu'on avait fait avec toutes les personnes. Ce que j'avais fait la dernière fois que je l'avais mis en place, de vous construire un template d'analyse personnalisé en fonction de vos objectifs, de votre niveau, si vous êtes débutant, intermédiaire, avancé. Par exemple, si vous êtes avancé, peut-être aller voir sur les options ce qu'on pourrait mettre en place de votre côté avec vos portefeuilles, vos positions déjà existantes. Donc vraiment structurer tout ça. Vous voyez, typiquement sur les options, moi je vous montrerai comment, moi personnellement, là avec la baisse, comment je structure tout ça et comment je mets en place les stratégies et les positions que je prends actuellement. Là-bas, j'en ai pris sur la S&P 500, j'en ai pris sur Google, sur Nvidia, etc. Donc voilà, je vous détaillerai tout ça et en fonction de vous. Et sinon, si vous êtes débutant intermédiaire, là, ça va être vraiment objectif et vraiment vous construire quelque chose de solide pendant l'appel sur comment structurer vos analyses d'entreprise. Ça va un petit peu ressembler à ce genre de choses qui sera légèrement modifié, parce qu'évidemment ça sera en fonction de vous. En fait, on le mettra en place au fur et à mesure de l'appel. Et voilà, en fait, ça va vraiment vous permettre de vraiment réellement faire des belles analyses, et ça va tout changer encore une fois dans vos investissements. Et c'est pour ça que les créneaux que j'ai mis, c'est totalement gratuit. Et voilà, c'est avec moi en one-to-one. Et c'est encore une fois, c'est même pas une question de prix, parce que c'est vrai que par exemple cette analyse là sur Parex, là j'ai mis 25 000 $. Moi personnellement, je pense que d'ici 2027 sur Parex, j'en aurai 50 000. Donc je pense à peu près que le temps que j'ai passé sur l'analyse pour faire cette là vous avez la synthèse avec cette vidéo, mais voilà, si je me fais 25 000 $ avec ce genre d'analyse, moi j'ai peut-être passé à peu près 10-15 heures. Bon, Paul justement m'a bien aidé, puisque lui c'est vraiment son domaine. Il m'a permis de structurer, de comprendre plus rapidement tous les termes qui sont spécifiques à l'industrie pétrolière. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est juste énorme ce que ça peut vous rapporter. Et là voilà, au sortir de l'appel, vous allez vraiment avoir beaucoup plus, on va dire, des nouvelles perspectives d'investissement. Vous allez avoir vraiment une stratégie en place en fonction de vous, et ça va tout changer dans vos investissements. Alors bon, en toute honnêteté, je dois
dois quand même vous dire que et la dernière fois, ça avait quand même extrêmement bien marché. Tous les créneaux que j'avais mis pour la semaine étaient partis assez rapidement. Donc je me suis dit: «Tiens, mais si je le faisais payer cette fois-ci?» Mais en fait, après réflexion, enfin, c'est difficile parce que voilà, moi, j'ai à peu près 300 000, hein, si je prends ce que j'ai en bourse, c'est à peu près mon cash. Donc voilà, 300 000 balles, je gagne extrêmement bien ma vie, enfin très bien ma vie. Bon, mon tarif horaire, c'est quoi? 200 euros de l'heure, 300 euros de l'heure, il faudrait quelque chose dans le genre. Donc, allez, on va dire, je vais mettre 10 créneaux dispo. 10 créneaux dispo pour la semaine, ça fait 2000 balles. J'ai 20% de TV en France, ça fait 1600. En fait, 1600 euros. C'est même pas les variations journalières de mon portefeuille. Donc voilà, je préfère le faire uniquement dans des périodes où c'est vraiment très intéressant pour vous et en fait le faire gratuitement. Voilà, là il y a une belle baisse de marché. Je pense que ça peut vraiment vous apporter énormément de valeur et d'argent sur l'année d'avoir un call avec moi one-to-one. Donc voilà, je vous le fais gratuitement. Dans tous les cas, voilà, je clôture là-dessus, mais le lien est dans la description. Donc voilà, vous aurez le lien de mon calendrier, vous réservez un créneau. C'est à peu près c'est sur Google Meet, ne vous inquiétez pas, vous avez encore une fois, je ne mords pas et vous n'avez pas besoin de mettre de caméra et pas besoin de créer de compte, hein. Je vous envoie ça. C'est plus sympa si vous avez votre caméra. Moi, en tout cas, je l'aurai. C'est une visio hein, sur Zoom pour ceux qui connaissent. Enfin, là, c'est pas sur Zoom, c'est sur Google Meet. Mais bref, vous avez compris. Je passe directement, sinon on va s'égarer. Donc, alors ici, je vais vous expliquer. Eh bien, les différents projets qu'apparaissent en exploitation et en exploration et également ce qu'on appelle donc ici les working interest avec donc l'entreprise Ecopétrol. Alors, je vais commencer par le Putumayo, d'accord? Et après, d'ailleurs, là, dans à peu près, ça va nous prendre à peu près, je pense, 10 minutes. Et ensuite, on va faire toutes les réserves de Parex et l'actualisation des flux futurs de trésorerie de Parex en fonction du baril du pétrole et également le CAPEX. Mais vous voyez, en fait, le CAPEX, pourquoi il faut que je vous le mette juste après la présentation des slides? Puisque, en fait, on va voir le CAPEX par zone géographique et par potentiel de croissance dans chacun des projets. Donc c'est pour ça que je vais le mettre à la fin, d'accord? Donc allez, hop, on continue, je mets ici. Donc alors voilà, je commence par encore une fois le Putumayo qui est précisément donc voilà qui se place ici et qui sur la slide Parex qui est voilà précisément Putumayo bloc. Alors pourquoi je trouve que ce projet est super intéressant? C'est parce que Parex ici pour le Putumayo bloc ne sort pas de cash en avance. Il sort du cash uniquement quand la production est déjà lancée. Effectivement, en fait, il va faire une acquisition de 50% des intérêts dans les blocs Putumayo. Donc c'est ce qu'on appelle un WI, donc Working Interest avec Ecopétrol, donc c'est l'entreprise pétrolière de Colombie. C'est pour ça que finalement, est-ce qu'il y a vraiment un risque comme ça politique? Ils bossent déjà avec l'entreprise nationale de pétrole en Colombie. Alors effectivement, en fait, il n'y a pas de coût d'acquisition initial. Parex entre dans ces blocs sans payer immédiatement, mais Parex va s'engager à financer une partie des futurs investissements, mais seulement si on sait qu'il y a du pétrole et seulement quand on a commencé à exploiter le pétrole. Alors en fait, il y a deux phases. La phase 1, comme vous le voyez ici, là ils mettent la phase 1 et la phase 2, donc là ici je vous l'ai mis en français et je vous l'ai traduit. Donc Parex reçoit 50% de la production future supplémentaire. Alors supplémentaire, c'est les nouveaux puits. Donc combien il y aura de nouveaux puits? On va y arriver dans un instant. Et Parex également s'engage à financer 175 millions pour les nouveaux forages et infrastructures. Ensuite, il y a la phase 2. Après 3 ans ou une fois la phase intermédiaire, donc une fois que finalement on a financé les nouveaux forages pour les puits et infrastructures, Parex va recevoir donc 50% de la production existante une fois que la phase 1 est lancée et surtout on a toujours 50% de la future production et on paye également 3% de carry capital en faveur d'Ecopétrol, l'entreprise encore une fois finalement pour compenser les coûts historiques d'investissement qu'Ecopétrol a fait là actuellement en fait, parce que là ça sort déjà on va dire 6000 barils par jour. Et donc nous, en fait, on va vraiment l'augmenter. Donc là, on a une production actuelle de 5800 barils par jour, donc production modeste, mais avec un potentiel d'optimisation et de production, puisque là, donc pour l'intérêt de Parex, donc là, c'est les 50% de Parex, en 1P, donc 90%, il y a 10 millions de barils avec un investissement prévu de 167 millions. Ça en fait des thunes, puisque actuellement, donc voilà, on l'avait vu ensemble, donc on a un bénéfice net d'à peu près 600 millions avec une production donc de 50 000 par jour, à savoir 18 millions. Donc là, 10 millions de barils, ça fait 10 divisé par 18, ça fait 55%. Donc si je fais 600 millions divisé par, j'arrondis, divisé par 2, ça fait 300. Donc en fait, on a à peu près, là, avec les réserves estimées, uniquement les 1P, on a 300 millions de bénéfices nets pour un investissement de seulement 167 millions. Et on a un retour sur investissement qui va être énorme. Voilà, on investit 167 millions et on ressort 10 millions qui génèrent pour Parex à peu près 300 millions de bénéfices. Donc c'est vraiment royal, c'est parfait. Et après, on a 8 millions de barils, également 2P
ajoutent en plus sur lesquels on est prêt, on est quasiment sûr voilà, à 50 de les toucher. Donc voilà, franchement c'est top. Alors la production historique des blocs, hein, là-bas, on a 350 millions de barils qui ont déjà été extraits par des méthodes primaires, donc uniquement avec la pression. Donc là, on a vraiment mais énormément de pétrole à sortir en plus si on met de l'eau ou des polymères, à savoir donc production secondaire ou tertiaire, OK? Donc ça, c'est vraiment pour, eh bien, le 1er, la première slide sur le Putumayo, block. Ensuite, eh bien là, ils vont vous expliquer comment ils vont finalement mettre tout ça en place là, pour 2025. En fait, il y a deux zones. Il y a Orito ici et Occident ici. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire là ici? Regardez, on va mettre donc 6 puits en plus. Ok, drill. Donc là, on va vraiment mettre des puits en plus. Et là, on va déployer des workover rigs. Donc là, en fait, on va optimiser les puits qui sont déjà. Donc Orito, on optimise et Occidente, on va mettre carrément des puits pour forer des nouvelles zones. Et cet accord est super stratégique pour Parex puisque on cherche à diversifier la production et ne plus dépendre uniquement des Lanos. Lanos 32, Lanos 34, Cabastero, etc. qui sont voilà, précisément sur le Lanos bassin. Donc Putumayo va devenir un pôle clé de développement à long terme. On voit qu'on a 350 millions de barils qui ont déjà extraits par des méthodes primaires, donc il en reste encore pas mal on a encore pas mal de marge. Et surtout là, uniquement pour le projet 2025, avec donc on va dire le partenariat avec Ecopetrol, on a déjà 18 millions de réserves 2P et 10 millions de 1P. Et ça va que augmenter au fur et à mesure que l'on va mettre de nouveaux, des nouveaux forages dans le futur. On a également un potentiel d'augmentation du recovery factor avec notamment Orito. On a également un accès immédiat à des volumes significatifs et dès la phase 2, Parex touche 50% de toute la production existante, ce qui garantit des revenus immédiats et on a également 50% de la production future avec la phase 2. Donc cet accord est vraiment une opportunité à faible risque pour Parex puisqu'on n'a pas de coût d'entrée direct mais un engagement financier progressif, accès à une production établie. On a déjà 5800 barils par jour avec un potentiel d'expansion important, synergie avec Ecopetrol qui va apporter son expertise locale et une possibilité d'augmenter fortement le recovery factor et ça c'est notamment Parex qui sont très très bons là-dedans. Donc l'objectif clé pour 2025 dans le Putumayo, on a donc le bloc Occidente, forage jusqu'à 6 puits de développement, ça signifie effectivement que Parex veut augmenter la production en forant des puits additionnels dans des zones déjà connues, opportunité d'exploration à proximité. Là, je pense qu'on va, dans les années 2026-2027, trouver des nouvelles zones à côté pour pouvoir faire de l'exploration. D'accord? Ça, c'est du développement. Là, on est vraiment sur cette partie-là. On est vraiment sur la partie Putumayo avec 6 puits, avec en plus du workover, de l'amélioration des puits actuels. Et c'est vrai que je pense que là, donc là, on est uniquement là-dessus. Là, c'était Occidente, d'accord, Occidente avec les 6 puits qui vont être donc forés. Et ici, là, l'amélioration. Mais là, toute cette zone de proximité, il y a plein de pétrole. Donc on va pouvoir se développer par là-bas dans le futur si c'est concluant et si le deal avec Ecopetrol également est concluant. Mais c'est vraiment de l'argent en plus, du pétrole en plus. Donc les opportunités d'exploration à proximité, on l'a vu ensemble, possibilité de trouver du pétrole supplémentaire, champ développé uniquement avec des puits verticaux et ils vont faire des puits horizontaux qui sont souvent plus efficaces. Et pour le bloc Orito, on a un déploiement d'un workover rig pour compléter les injecteurs. Et en gros, ce qu'il faut retenir quand vous voyez ça dans une industrie pétrolière, c'est qu'effectivement, ils vont améliorer les puits pour pouvoir injecter de l'eau, du CO2, du polymère, etc. Donc là, on va réactiver ou améliorer des puits existants pour maximiser la production, expansion des installations pour augmenter le débit et traiter plus de pétrole, c'est ce que l'on veut. Stratégie globale. On l'a vu ensemble, un workover à Orito et un drilling ring à Occidente pour forer 6 nouveaux puits. Conclusion, le bassin de Putumayo est une priorité pour Parex en 2025 et on est vraiment une stratégie mixte avec du forage et de l'amélioration et c'est vraiment une approche à faible risque avec un potentiel de montée en production. Et c'est pour ça que le H2 2025 va être super intéressant pour Parex. Donc voilà, Putumayo, on l'a fait. Maintenant, on va se faire Big E. Donc ça, c'est Big E. Là, on a déjà un projet un peu plus risqué, d'accord? Donc là, Big E. Alors, vous allez voir pourquoi je dis un peu plus risqué, puisque, là, pareil, on est sur cette partie-là. Alors, on est précisément, hop, ici, je zoome, on est ici, ok? Alors, ce qui nous explique ici, c'est que l'on a Farallones,
Capachos et également entre les 2, on a un puits de pétrole, qui est historiquement, on va dire, vraiment, très, très important en Colombie. Donc c'est pour ça que normalement, si précisément ici on a énormément de pétrole, bon, bah, ici il devrait y en avoir également. Il n'y a pas que ça, ils ont également des cartographies, assez, enfin oui, ils ont des logiciels, hein, pour savoir à peu près, où se trouve le pétrole. Donc on est quasiment sûr d'en trouver, mais enfin quasiment sûr, non justement, on n'est pas quasiment sûr, mais normalement ça devrait être bon. Et c'est pour ça qu'on va investir seulement 30 millions au départ, avec une timeline jusqu'en 2029. Alors concrètement, là ici, donc on a même chose, 50% des intérêts, donc on va devenir opérateur du bloc. On a un engagement financier de 30 millions. Et pourquoi Farallones est un bloc stratégique? C'est parce qu'en fait, il va contenir des hydrocarbures riches en liquide, ce qui est plus rentable que des champs gaziers secs, premièrement. Deuxièmement, on a une structure géologique clairement identifiée. Donc on a la cartographie selon le management montre un fort potentiel de réservoir. Et on a également à proximité un champ majeur pétrolier en Colombie, ce qui renforce la probabilité de découvrir du pétrole. Alors, encore une fois, il est juste ici. Donc le planning et l'exécution du projet. 2025, là, on démarre des travaux pour préparer l'accès au site infrastructure civile. 2026, on démarre le premier forage du puits d'exploration et on va exécuter ensuite le programme, si évidemment c'est concluant, jusqu'en 2029 et ça devrait nous donner de la production jusqu'en 2029. Donc c'est vrai que, mais si je remets la pyramide, je zoome un petit peu, donc le projet Big E qui est au sommet de la pyramide avec le Hydra, avec du gaz que l'on n'a pas encore vu, et là précisément là, le footage drilling. Donc le projet Farallones, si en 2026 c'est concluant, il va passer du haut de la pyramide au milieu de la pyramide, et ensuite voilà, peut-être que dans 2-3 ans, en 2028 par exemple, quand on aura déjà fait la récupération primaire, on va commencer à mettre ce qu'on appelle des workover rings pour la récupération secondaire et tertiaire. Et peut-être qu'en 2031, le footing drilling va se retrouver finalement dans les actifs de base et va être totalement remplacé par le Lanos 34. Vous voyez, voilà, c'est le genre de choses, c'est pour vous donner un petit peu la logique évidemment des entreprises pétrolières avec les actifs de base, les actifs en développement et les actifs en exploration. Donc voilà, et puis si je fais la conclusion, effectivement, c'est vrai que là, voilà, vous l'avez compris, Parex va donc forer un premier puits dans une zone où il n'y a pas encore de production confirmée. Il est possible qu'on perde les 30 millions de capex, mais bon, c'est pas énorme pour Parex. Voilà, si la découverte est positive, c'est un énorme catalyseur pour le prix en bourse. Donc c'est vraiment un projet qui a un reward qui est énorme par rapport au risque, tout comme finalement l'entreprise Parex également là en bourse au prix actuel, on le verra avec les valorisations dans un instant et surtout avec les réserves, etc. Que l'on a déjà de confirmer. Alors ça, ça fait partie du Big E. Donc c'est le projet. Là on est vraiment là. Donc on a déjà ça, d'accord. Donc ça c'est déjà successful, excusez-moi. Et donc là on va devoir aller encore plus bas pour prendre cette poche là pour le Hydra 1, ok. Donc voilà un petit peu les maps. Et pour ce qui est du contexte géologique sur le projet BI Farallones, on avait donc ce champ là qui était ici avec du pétrole à proximité. Et bien là on a également ce champ, je ne sais pas comment on prononce ça, qui a démontré un succès avec un projet de gas cycling qui a permis d'améliorer la récupération. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un premier forage d'exploration, d'accord, sur Hydra 1, donc qui est prévu pour confirmer la présence ou non de gaz et de condensat. Si la découverte est confirmée, il y a un Parex pourrait suivre un modèle similaire à la Bellesa en optimisant la récupération par gas cycling. C'est pour vraiment aller chercher le maximum de gaz. D'autres projets comme Hydra Nord, qui est précisément ici, donc qui est plus proche, qui est vraiment pas très très loin, sont également étudiés dans la zone pour évaluer une possible extension. Et donc dès que c'est confirmé pour le projet Hydra 1, directement on va aller sur Hydra Nord. Donc l'investissement et le budget, c'est pas encore précisé et ça va dépendre des résultats de forage notamment de Hydra 1. Coût, pareil, étude sismique plus le premier puits exploratoire. Et les risques, bon là on est modéré à élevé puisque c'est vrai qu'on a vraiment, on est quasiment sûr qu'il y en a. Ça va juste être vraiment est-ce que ça va être difficile ou pas d'accès et à quel prix à quel prix on va pouvoir exploiter finalement et surtout exporter, acheminer surtout une fois qu'on a sorti le gaz. Et c'est vrai que là on est assez loin quand même des villes, donc ça va être un peu plus compliqué de ce côté-là, mais pareil, ils gèrent et c'est inclus dans le coût. Donc une découverte sur Hydra renforcerait la présence de Parex dans le Magdalena bassin, un bassin stratégique pour le gaz vraiment de la Colombie, c'est super connu. Pareil, intérêt grandissant également pour le gaz naturel en Colombie, ce qui pourrait vraiment faciliter les accords de vente et également les infrastructures. Voilà, bon, le risque, on l'a vu ensemble, mais c'est vrai que le succès dépendra aussi de la capacité, je vous l'ai dit à l'instant, à évacuer et commercialiser la production
production. Même chose pour la conclusion, c'est vraiment un projet à haut potentiel mais qui est encore incertain. De toute façon, ça, toutes ces slides-là, eh bien, vous les aurez, je vous le mettrai à disposition dans mon groupe School avec toutes les formations, etc. gratuites, hein. Tout est gratuit sur le groupe School. Voilà, écoutez, là, on a fait une belle vue d'ensemble sur les différentes slides, hein. Là, finalement, vous voyez, là, vous pourrez également aller voir, c'est les slides, hein, voilà, de mars 2025. Donc là, ça, on l'avait, voilà, ça on l'a vu ensemble, hein. Donc là, on était sur Putumayo, également Farallones ici. Vim 1, là, vous avez vu, c'était tout ce qui était ici. Là, on n'a qu'à pas de choses. Ici, on a l'Anos 32, l'Anos 34. Donc voilà, là, vous avez déjà une vue d'ensemble de l'entreprise Parex. Ça, c'était évidemment toute la guidance pour 2025 avec la production. Même chose pour les activités. Également, où est-ce qu'ils vont investir là sur l'année 2025. Donc vous voyez que Big E, ça va être vraiment, il y a uniquement les 30 millions et également Vim 1, donc c'est très léger. Et là, on va vraiment se focaliser. Ça va être sur l'Anos 32. Également, tout ce qui va être proche, donc c'est ce que vous voyez là, ici, la Near Fair et Exploration, et le Putumayo Block. Putumayo Block qui va bien contribuer sur les années futures. Bon, ça, c'est l'allocation de capital. On y reviendra à la fin de la vidéo. Ça, on l'a vu ensemble, c'est la pyramide. Bon, ça, pareil, le Putumayo, on l'a vraiment détaillé ensemble. Vous voyez, maintenant, vraiment, là, vous commencez à comprendre beaucoup mieux l'entreprise avec, voilà, comme je vous l'ai dit, 350 millions de barils qui ont déjà été extraits par les méthodes primaires. Pareil, vous savez ce que c'est les méthodes primaires. Les barils, les 1P, vous savez ce que c'est. Les 2P également, vous savez ce que c'est. On l'a vu ensemble. La phase 1, on l'a vu ensemble. La phase 2 également, on l'a vu. Voilà, ils vont reverser 3% voilà, à Ecopetrol. Donc ça, c'est ECP, c'est Ecopetrol. Pareil, vous êtes des pros, ça va être en développement également dans les années qui vont venir. Là, ça va être, bon voilà, pareil, on l'a détaillé, donc c'est la slide qu'on avait détaillé pour le plan, là, concrètement pour 2025. Avec ici, Occidente, ils vont commencer à fourrer, là, ils vont améliorer pour Orito. Pareil, ça c'était Big E pour la partie gaz. Et ensuite, là, voilà, vous avez tout ce qui va être les avantages, la Colombie, et puis le SG, etc. Et ça, c'est également le retour aux actionnaires, et c'est vrai que c'est juste dingue. En 2018, on avait 162 millions d'actions en circulation. Il n'y en a plus que 98. L'entreprise a racheté 50% des actions en circulation et a versé un dividende énorme sur toute cette période. C'est juste dingue. C'est vrai qu'on regarde un petit peu. Là, on prévoit, depuis de 2019 à 2025, on aura retourné 2 milliards aux actionnaires. C'est dingue, sur un prix en bourse de 1,2 milliard. C'est une boîte qui crache du cash. C'est vraiment dingue. Et après, bon voilà, là c'est la conclusion. Et après, il y avait tout ce qui était le rapport, l'énorme rapport annuel de Parex sur une centaine de pages que l'on va commencer à détailler ensemble dans un instant. Ça va être ces 3 slides là, d'accord. Donc voilà, je me mets sur le CAPEX. Donc là, maintenant, vous connaissez un petit peu les différentes zones, etc. Je vais vous réexpliquer en même temps, hein, mais donc là, c'est vraiment le CAPEX pour 2024. Donc, on a 347 millions de CAPEX. Donc, il y a 121 millions en maintenance et il y a 126 millions en exploration et évaluation, d'accord? Donc, principalement de la croissance. Vous avez le détail ici pour 2024. Voilà, vous avez effectivement, excusez-moi, donc c'est ici 221 millions, donc voilà, ils vous le disent, hein, voilà, en propriété, équipement propriété, plan et équipement. PPE, et là vous avez donc exploration et évaluation expenditure 126 millions, d'accord. Alors donc 64% du capex est de la maintenance et 36% de la croissance, donc ça déjà c'est très très bien. Donc dans la répartition, on a l'Anos 34, Southern Llanos, Northern Llanos et Magdalena Bassin sur le gaz tout au nord. Donc on va estimer la part de croissance par zone en fonction des zones d'expansion et d'exploration. Alors l'Anos 34, c'est vrai que là on est quand même sur un truc extrêmement mature, on est dans la bas de pyramide, excusez-moi. Southern Llanos, pareil, c'est le bas de la pyramide. Donc là, voilà, la part estimée de croissance. On est seulement sur du 30%, d'accord? Parce que c'est vrai que bon, il y a du développement, mais c'est pas non plus énorme. Tout ce qui va être Northern Llanos, donc là, on va s'approcher des zones Farallones, des Big E. Donc c'est vrai que là, on a quand même une forte expansion avec 40%, voilà, de la capex, enfin du capex qui va être en croissance. Magdalena, là, on a 100% puisque c'est vrai qu'on n'est même pas encore positionné et ça va être uniquement du développement pour le gaz. Donc là, voilà, c'est vrai qu'il est entièrement en phase de développement. Donc les 16 millions là-bas vont être investis, sont 100% de la croissance. Donc voilà un petit peu pour le CAPEX. Et si on zoome un petit peu ici, vous pouvez regarder, on est passé, tenez-vous bien, on est passé de juin 2024 à 50 millions de CAPEX pour l'exploration, d'accord, à seulement 14 millions là pour septembre 2024. Donc vraiment le CAPEX de croissance s'est effondré et effectivement la Parex sont vraiment dans une perspective, dans une philosophie là avec le baril, avec l'instabilité, etc. Et bien ils ont ralenti vraiment les explorations, ils se focalisent uniquement sur les projets sur lesquels ils sont
quasiment sûr à 100% d'avoir de la rentabilité. Et la question à laquelle on va essayer de répondre, c'est pourquoi ils ont fait ce switch? Pourquoi l'allocation de capital a totalement changé avec voilà, une diminution drastique des dépenses en capital de croissance? Eh bien, c'est parce que la production est passée, là en fait, je vais vous expliquer sur cette slide-là, qui est dans le rapport de Parex, pourquoi le prix en bourse a baissé de combien? Voilà, depuis, là, vous voyez, là, on est le 30 juin, on a eu une baisse voilà, de 55, excusez-moi, de 43%. Moi, j'ai un PRU sur les 11, sur les 11,90, d'accord? J'ai un PRU qui est ici. Et alors, pourquoi le prix a baissé de 40%? C'est parce que, regardez là, on avait une production ici, donc là, c'est par jour. Donc là, en fait, on a le 30 juin, on avait 9500, d'accord, barils donc de light de pétrole, enfin, excusez-moi, oui, de pétrole léger par jour. On avait 43 000 de pétrole lourd par jour. Et on est passé de 43 000 excusez-moi, 34 000 par jour. Donc, on a une production qui a baissé, allez, on va dire, qui a baissé de 10%. Okay, et on a également le netback qui est passé de 48 dollars par baril, qui était vraiment énorme parce qu'on avait un prix du baril du pétrole qui était extrêmement élevé, à seulement entre guillemets 37. Donc ce qui fait que le prix en bourse s'est effondré. Mais est-ce que selon vous, une diminution de la production de même pas 10% vaut un prix en bourse qui baisse de 40%? La réponse est évidemment non. Et donc c'est pour ça que j'en tire parti et c'est pour ça que j'ai massivement investi sur Parex, puisque eh bien on a la production qui a légèrement baissé, le prix du baril qui a baissé et le prix en bourse qui a été divisé par deux. C'est complètement délirant. Alors qu'on a une entreprise qui n'a pas de dette, qui a du cash, qui a des projets, comme on l'a vu ensemble, qui sont super costauds, sur lesquels on a des réserves, mais qui sont vraiment super costauds également par rapport au prix actuel. Donc oui, c'est une énorme opportunité. Et là, je pense que également, voilà, vous voyez pourquoi, effectivement, on n'avait pas la production en hausse et le prix du baril qui a diminué. Non, on avait effectivement une production qui a diminué, mais on n'a pas une production qui s'est effondrée, d'accord? Et surtout, on a une production qui, avec le H2 2025, va commencer à repartir parce que voilà, ils mettent 2 rigs en plus, ils mettent des workover rigs pour augmenter les puits existants. Donc non, bref, c'est vraiment top de ce côté-là. Alors maintenant, on va rentrer dans la dernière phase de l'analyse de Parex. Ok, je vais commencer par la slide du milieu, ensuite j'irai sur celle-ci et ensuite sur la troisième. Alors ici, vous avez donc voilà les revenus nets, d'accord, que Parex va recevoir, d'accord, si il exploite les barils de pétrole qu'il a en réserve prouvés, d'accord, et qu'il les revend finalement à 70 dollars le baril et moins les coûts de production. Donc on aura un chiffre d'affaires total, donc uniquement avec les réserves prouvées, un chiffre d'affaires de 7,5 milliards de dollars. Uniquement avec les réserves là qui sont actuellement prouvées. Ensuite, on va avoir 1,1 milliard de royalties à payer. On va avoir des coûts d'opération également de 1,9 milliard à payer. Et on va avoir un coût de développement de 400 millions à payer. Ce qui va donc nous donner ici un revenu net avant donc les taxes de 4 milliards, ok, et après voilà les taxes, etc. On va avoir donc 3 milliards de revenus nets chez Parex uniquement avec les réserves prouvées. Si on prend les probables, on a 4,6 milliards de dollars donc chez Parex. Donc ça c'est sans actualiser les flux futurs de trésorerie. Donc là, si je fais un petit résumé, cette section montre combien Parex pourrait générer de revenus futurs si l'on extrait et vend toutes ces réserves. Donc le chiffre d'affaires total estimé revenu brut. Donc sur les 1P, on l'a vu ensemble, 7,37 milliards. Si on prend les 2P, on a 11,85 là, ici, voilà, milliards. Mais ce qui est énorme, hein, le prix en bourse, il est de 1 milliard. C'est juste dingue. Et si on prend les 3P, bon, que je ne prends pas en compte, mais là, on monte à 17 milliards. Et si on prend voilà, le revenu net après impôt, 1P, 3 milliards, 2P, 4,6 milliards. Et si on prend les 3P, donc si vraiment tout se passe à la perfection, on a effectivement quasiment 7 milliards de revenus nets, donc de bénéfices nets après impôt. 7 fois la market cap. Évidemment, ça, c'est des hypothèses. Je ne pense pas qu'on va pouvoir aller chercher jusqu'au 3P, mais au moins, par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on va pouvoir aller chercher du développement, de l'exploration. Donc les réserves 1P, ce qui est sûr, c'est qu'elles vont augmenter. Donc les 7,35 milliards, ça va augmenter. Et les 3 milliards de bénéfices nets, ça va également augmenter. Okay, donc ça signifie que si toutes les réserves sont extraites et vendues, Parex pourrait générer entre 3 et 6,6 milliards après impôt. Conclusion, Parex a une valeur nette future de 3 milliards 1P, 4,6 milliards 2P et 6,6 milliards 3P après impôt. Le pétrole lourd représente donc la majorité des revenus futurs, mais le gaz naturel est le plus rentable par unité. C'est pour ça donc le projet VIM1 Hydra est très pertinent en ce sens. Et donc les réserves probables et possibles sont valorisées plus faiblement également à cause de l'incertitude de récupération. Et là, c'est pris en compte là-dessus. Alors par exemple, pour vous donner une idée, qu'est-ce qui est ici développement cost? En fait, c'est parce que
Ah, c'est les réserves prouvées. Mais dans les réserves prouvées, il y a ce qu'on a vu ensemble, le PDP, les réserves prouvées et en production. Et également les réserves prouvées qui sont non, voilà, qui ne sont pas encore développées. Alors là, ici, vous avez l'historique des réserves prouvées non développées. On est passé de 36 000, 22 000 et 34 678, donc millions de barils, on sait qu'ils sont là, mais on ne les a pas encore développés, d'accord. Et vous avez ce même chiffre ici, hein. Là, ici, quand vous avez le résumé, là, vous avez donc les PDP, ici, 62 000. Ici, les développés, mais pas encore en production. C'est-à-dire qu'on est tout juste en train de les produire. Et également, voilà, ici, eh bien, les non développés en gros, donc sans prendre en compte les royalties, on a 34 678 et c'est exactement voilà, le chiffre, hein, c'est évidemment le même, hein, ici le 34 678. Et en fait, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent ici que eh bien, ça va leur coûter, regardez, 402 millions d'accord, pour développer totalement les réserves qui ne sont pas développées. C'est pour ça qu'on a à peu près voilà, les 406 millions de développement pour avoir même les réserves, les réserves développées, enfin les réserves prouvées et non développées qui sont développées. Okay, voilà, donc je me suis un petit peu répété, mais je pense que vous avez compris. Donc voilà, ici pareil, cette slide en détail, là, les PUD et les réserves probables non développées. Donc là, globalement, voilà, on a effectivement 34 millions de barils. Donc on a eu plus 2700 barils par rapport à l'année dernière. Coût de développement, voilà, 400 millions pour transformer ces réserves en prouvées et développées. Horizon de développement, 4 années sous réserve de conditions économiques favorables et d'accès également aux infrastructures et terrains. Donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment top. Pareil que c'est une forte réserve de croissance et également avec des ressources voilà, non exploitées qui pourraient être converties en production dans les années qui vont venir. Donc le développement voilà, est également très dépendant du prix du baril, du pétrole et de l'environnement et évidemment économique. Et alors ça, cette slide-là, ça vous montre donc, voilà, les revenus futurs, mais on ne prend pas en compte le fait que $1 aujourd'hui vaut plus $1 dans 5 ans. Ça, c'est le bas de la finance. Et là, on va le prendre en compte. Là, on va venir mettre des taux d'actualisation de 0%, de 5%, de 10%, de 15% et de 20%. Okay, donc cette slide-là eh bien, montre la valeur nette actuelle, okay, ce qu'on appelle en finance la des revenus futurs de Parex, calculés pour les réserves de pétrole et de gaz voilà, au 31 décembre 2024, donc il y a à peu près 2 mois. Donc elle indique combien valent ces réserves aujourd'hui en fonction de différents taux d'actualisation, c'est-à-dire en tenant compte du fait évidemment $1 aujourd'hui vaut plus $1 dans le futur. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'en France, je pense, c'est mon hypothèse, que l'on ne donne pas de cours de finance à l'école, parce que si on explique aux personnes $1 aujourd'hui vaut évidemment plus $1 dans le futur parce qu'il y a de l'inflation, parce qu'il y a du risque, et qu'après on va vous dire chaque mois on va vous prendre 30% de votre salaire ou 20% ou 15% pour la retraite et on va vous donner exactement la même somme, on vous prend aujourd'hui €, et on va vous le redonner le même euro dans 40 ans pour la retraite. Mais non, mais il vaudra beaucoup moins parce qu'il y a de l'inflation. Donc c'est pour ça que d'ailleurs la retraite par répartition est un énorme scam, est un système de Ponzi qui n'aboutira évidemment sur rien. Donc je ferme la parenthèse. Donc catégorie des réserves, ça vous le savez, mais je vous l'ai quand même remis. Donc la valeur actuelle des réserves prouvées 1P. Donc là, avant impôt, si on actualise à 10%, je pense que 10%, franchement, on prend une prime de risque plus de l'inflation, on est quand même assez bien, 10%, d'accord. Donc là, on a du 2,7 milliards de dollars si on prend uniquement les 1P. Et si on prend après impôt, on a 2 milliards de dollars. Donc là, en fait, là, vraiment, là, vous avez 2 dollars aujourd'hui, si on prend en compte une actualisation de 10% par an. Putain, 10%, franchement, c'est quand même pas mal. Hein, 10%, c'est pas mal. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'au pire du pire, sans prendre en compte les réserves qui sont là en développement et les réserves qui vont venir suite à l'exploration de Vim 1, suite à l'exploration également de Pharaones, suite à l'exploration des blocs externes du Putumayo, on a 2 milliards sans prendre en compte tout ça. Et 2 milliards dans le pire du pire. Donc on est extrêmement bien. Donc vous l'avez précisément ici, bénéfice net de 1,1 milliard, d'accord, avec un taux d'actualisation de 10% après donc les taxes. Et vous avez également là ici par différentes, vous voyez light, heavy, donc le pétrole lourd. Et donc bon, c'est la même chose. Hein. Là, donc ça c'est avant les taxes, hein, de 738, il est ici là, vous voyez les 10%. Là, vous l'avez, mais vous avez un petit peu le détail, avec notamment, on va avoir donc 2 milliards de heavy, donc de pétrole lourd, 752 000
de pétrole évidemment, donc léger, et également le gaz 62 000. Et ce gaz-là, il va augmenter. On a vraiment des énormes marges. Donc là aussi, c'est top. Et voilà, la conclusion, hein, paraît que c'est une valeur nette de 2,1 milliards basée sur ses réserves prouvées. D'accord. Et si les réserves probables se confirment, la valeur nette grimpe à 2,9 milliards de dollars. Et donc là, on va vraiment 2,1 milliards, c'est avec un taux d'actualisation de 10%, avec, donc en prenant en compte cette inflation et cette incertitude, etc. Donc c'est vraiment top. Et vous voyez, 2 milliards de dollars, ça ferait à peu près une. Et ici, je vous ai mis le prix en bourse de Parex. Et c'est vrai que dans le pire du pire, voilà, 2 milliards, ça nous referait venir là avant la baisse, donc sur un prix en bourse de 20. Et effectivement, l'entreprise, elle calcule la net present value de Parex, d'accord, donc actuellement avec les taux d'actualisation à 22 dollars par action. Donc c'est vrai que voilà, le truc net, on serait à peu près sur une hausse de 70% avec un dividende de 10% par an. Donc en fait, c'est un coup à vous retrouver avec un yield on cost, un dividende sur votre prix d'acquisition aujourd'hui de 20, 25, 30% par an dans les prochaines années, quoi. Donc c'est juste dingue. Et on a voilà, un equity de 2,63 milliards. Donc imaginez, juste pareil, l'equity, 2,63 milliards, plus avec tout le pétrole, etc. Enfin, c'est vraiment, comme on le dit avec Paul, c'est un no-brainer. Enfin, un no-brainer, évidemment, hein, il y a un risque, hein, le risque c'est la Colombie, etc. Et également la partie, on va dire, concentration de la production dans le bassin, donc du Lanos, mais qui là encore, voilà, vont aller au Putumayo, vont également aller dans le nord avec VIM 1 sur le projet donc de gaz Hydra, donc c'est vraiment top. Et sinon, pour ce qui est de la valorisation, donc non, alors non, ça c'est pas celui-ci. Là, c'était le dernier coaching qu'on avait fait avec les membres. Voilà, on avait parlé les 36 premières minutes de Parex, et après, Parex par rapport à Total Gabon, Morel également et Prom, qui sont des super boîtes, mais personnellement, voilà, on préfère vraiment Parex. C'était ça que je voulais vraiment vous montrer. Donc c'était sur la valorisation de Parex. Alors Paul, lui, il a fait un DCF vraiment personnalisé, uniquement sur mesure pour Parex. Mais donc là ici, vous avez donc excusez-moi, la production, d'accord, donc les barils par jour. Donc là, on est parti sur une reprise de la production avec donc la deuxième année une baisse, une stabilisation et une légère augmentation. On est parti sur un prix du Brent en négatif qui va vraiment décroître avec potentiellement une récession. Voilà, on passerait d'un prix du Brent de 65 à carrément 55. Actuellement, on est à 70, donc vraiment un effondrement du prix du baril. Et on a également mis des estimations super négatives avec un netback de seulement 28 et qui passerait à 22 à partir de la 5e année. Donc vraiment un netback mais pourri, avec un prix du baril du pétrole qui est également vraiment très très faible. Et malgré ça, avec également un taux d'actualisation de 15% par an, eh bien on se retrouve avec une fair value de 25 dollars canadiens par action. Donc effectivement, donc là on est à combien? On est à 12. Le CEO, enfin le management, lui met un prix de Parex sur un net asset value à peu près sur du 22, et nous voilà, on a calculé sur du 25, quoi. Donc c'est vrai que dans tous les cas, vous êtes sur un truc qui fait 70% ou qui fait 100% avec un dividende qui est juste énorme. Alors d'ailleurs, je fais un petit disclaimer que je fais très rarement sur l'entreprise Parex. Faites le taf de votre côté. C'est vrai qu'avec Paul, voilà, on sait ce qu'on fait, qu'on a pas mal d'argent en bourse, etc. C'est notre taf. Et ce que je veux vous dire par là, c'est que nous, en fait, on sait exactement pourquoi on se met sur Parex. On sait exactement ce qu'il faut regarder dans les prochains rapports si jamais ça se dégrade, etc. Où aller chercher l'information et comment l'interpréter, c'est le plus important. Et c'est pour ça que je parle d'autonomie, puisque cette vidéo d'analyse, c'est vraiment une vidéo que j'ai fait pour vous mâcher le travail sur cette magnifique entreprise qui est Parex. Mais allez vraiment vous poser des questions. Tiens, pourquoi Léo il met 25 000 sur l'entreprise? Est-ce que vous, avec votre profil, ça vous correspond, etc. Quel est le risque, etc. Et donc tout ça, là je vous ai mâché le travail. Donc maintenant, allez faire le taf de votre côté. Et c'est clair qu'avec Paul et même avec toutes les personnes qu'on accompagne, si ça baisse, on va exactement savoir quoi mettre en termes de stratégie option, etc. Au niveau de la production, au niveau du baril de pétrole, au niveau du netback, etc. On va vraiment connaître les chiffres et on sait ce qui est pas bon, ce qui est bon par rapport à ce qu'il nous a annoncé, par rapport à ce qu'on va avoir dans le futur. Bref, parce que vraiment, on maîtrise le dossier. Donc, parenthèse fermée de ce côté-là. Pour ce qui est, moi personnellement, de mon portefeuille et de la position Parex, là on est à peu près sur, on va dire, du 5% si je prends en compte vraiment le cash que j'ai investi là en bourse. Et sinon, si je prends mon patrimoine dans sa globalité, évidemment le net, on parle d'une position qui représente 5%, 5% de la totalité. Je pourrais monter à 10%, ce qui est vraiment, ce qui est pas mal, hein, c'est vraiment une belle conviction. Donc là, voilà, j'ai actuellement un PRU sur les 12, voilà, ce que j'ai renforcé comme vous avez pu le voir.
J'ai renforcé 500 actions le 5 mars, que j'avais mis d'ailleurs voilà, sur le School, hein, que j'avais mis ici sur le School. Vous voyez, j'avais fait un petit post. Et d'ailleurs, je suis en train de voir le commentaire et c'est pour ça que je viens de faire ce genre de disclaimer et c'est pour ça que c'est important de les faire. Là, typiquement, voilà, Alain, bon, on a tous commencé de quelque part, il n'y a aucun problème avec ça, mais là, je te déconseille fortement d'investir sur Parex, puisque c'est vrai que c'est une entreprise, entre guillemets, je mets des guillemets pour les initiés, dans le sens où il faut déjà avoir des bonnes bases, etc. Et vous ne pouvez pas comme ça aller sur ce genre de boîte, puisque quand les marchés baissent, là, vous ne pouvez pas aller sur YouTube en marquant ASML avec 40 000 analyses de 40 000 youtubeurs, de 40 000 personnes. Non, là, il n'y a que vous et vous là, hein, sur ce genre de business. Voilà, en Colombie, excusez-moi, qui cote à 1 milliard, il n'y a pas d'analyse hein, sur YouTube. Ou les analyses, ça va être des variantes de ce que je viens de faire avec des personnes qui vont reprendre ce genre de. Enfin, qui vont reprendre les infos de ce que j'ai fait sur cette analyse. Donc, ce sera forcément moins bien. Voilà là-dessus. Et puis, sinon, franchement, les marchés baissent pas mal. Je vais faire une vidéo demain ou après-demain où je vais valoriser mon portefeuille dans sa globalité. Enfin, pas valoriser, je vais, je vais valoriser chacune des positions une par une dans une vidéo, voilà, pour voir celles qui sont intéressantes ou pas. Notamment, on va refaire du SML, puisque du SML, là, je suis de nouveau en perte. Enfin, ça a un petit peu augmenté aujourd'hui, mais je suis flat, hein, j'avais acheté avec DeepSeek, donc ça a bien rebaissé. Même chose pour Google, je me prends une bonne claque. Hein. Là, voilà, je suis passé de quasiment 50 000 avec mes calls sur Google. Là, j'ai perdu une moins-value, un manque à gagner par rapport au latent, un bon 10 000 balles sur Google en moins, donc une belle claque. Mais c'est normal, hein, le marché respire. Même chose sur Visa, Mastercard, sur Eltincom. Bon, c'est le contraire, ça a bien augmenté, mais c'est vrai que là, on a une sacrée baisse également hier. Après, il y a la volatilité. Voilà, c'est de la volatilité, donc ça n'a rien à voir avec les business. Même chose pour le reste. Hein, là, c'est effectivement pareil du BlackRock, hein, ça a bien rebaissé. Mais bon, c'est vrai que, à part si vous êtes rentré en bourse, on va dire en décembre, il y a 3 mois, vous avez encore des plus-values qui sont juste énormes. Hein. Vous voyez, on parle encore de 42% sur BlackRock. Sur Google, voilà, j'ai encore 70% de plus-value. Sur des boîtes comme Realty.com, même à dividendes, je suis encore en plus-value de 21% avec tous les dividendes qui tombent chaque mois. Donc non, franchement, c'est même sur Visa, Mastercard, là on parle d'une encore 50% de plus-value. Vous avez de la marge hein, quand même si vous raisonnez à long terme en bourse. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas prêt de perdre de l'argent si, encore une fois, vous investissez bien. Et au contraire, là, si ce n'est pas le cas et si vous stagnez un petit peu dans vos investissements ou que vous pensez que, par exemple, les compétences que j'ai pourraient vous aussi vous rapporter énormément d'argent en ayant ce genre de performance par rapport à votre portefeuille, etc., réservez un créneau que je vous ai mis évidemment dans la bio. Là, voilà, j'en ai mis encore une fois pour cette semaine. J'avais déjà fait l'annonce en milieu de vidéo et on ira optimiser tout ça et je vais aussi vous apporter le maximum de valeur pendant le créneau qu'on aura ensemble en one-to-one. C'est encore une fois évidemment totalement gratuit et ça peut surtout vous rapporter énormément d'argent. C'est une évidence. Ne loupez pas le train. Je fais pas ça souvent. Là, j'ai mis des créneaux uniquement pour cette semaine. Donc, allez-y, profitez-en. Vous avez le lien en description et puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Léo. Bonne journée.